L'IA peut faire peur aux développeurs, mais elle est sûrement la plus grosse opportunité financière de la décennie. Alors la question se pose, comment s'en mettre plein les poches avec l'IA? Et pour le coup, la réponse est toute simple, en construisant et commercialisant des agents IA. Si ChatGPT est le cerveau, un agent IA, c'est le bras qui tient les outils. Les agents IA, c'est la promesse de remplacer toutes ces équipes humaines par des employés robots, qui ne se plaignent pas, qui ne dorment pas et surtout qui ne coûtent pas cher et qui apportent beaucoup de valeur. Sauf que voilà, tout le monde t'explique comment les builder, personne ne te montre comment les commercialiser. Et c'est con parce que c'est le nerf de la guerre. Du coup, j'ai passé plusieurs mois à enquêter sur le sujet et dans cette vidéo, on va avoir 3 méthodes pour savoir exactement quoi builder et comment les diffuser. Avec une dizaine d'exemples concrets pour t'aider à te projeter et maximiser tes chances de trouver ton marché. Le mieux dans tout ça, c'est que ces 3 méthodes ne sont pas antinomiques, elles sont complémentaires. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir comment les assembler ensemble. Hello, je m'appelle Florent Turin, j'aide les développeurs à commercialiser leurs produits et scaler leurs revenus. Et aujourd'hui, on parle go-to-market pour agents IA. Let's go! Déjà, partons d'un constat. Tout le monde commence à parler des agents, mais est-ce que vous en voyez vraiment qui explosent? Pas vraiment. Pour l'instant, les seuls agents qui explosent sont ceux qui permettent de coder plus vite. Ce sont les IDE boostés à l'IA. Bolt, Cursor, Lovable, etc. Pourquoi, d'après vous, on n'entend que parler d'eux? Parce que 1, ils sont game changers, et parce que 2, de manière générale, on ne vend pas un agent, on vend un résultat, on vend un bénéfice, on vend une transformation. On ne vend pas une tech, on ne vend pas une feature, on vend la valeur qui est associée. Le problème, c'est que quand tu es développeur, tu es forcément biaisé. Quand tu es tech, on te vend de la tech. Les devs ne se vendent entre eux que des fonctionnalités. Typiquement, un IDE boosté à l'IA, ça ne va parler qu'à un développeur. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est intéressant d'observer que sur les landing pages des différents agents IA pour développer, Cursor, qui est pour moi la meilleure solution, et aussi celle avec la pire landing page, The AI Code Editor. Built to make you extraordinarily productive. Cursor is the best way to code with AI. Là, typiquement, on explique ce que c'est et pas ce que ça apporte réellement. À l'inverse, si on regarde la landing page de Lovable, ID to app in seconds, ou Bolt, what do you want to build? Là, on est clairement sur des bénéfices. Et mention spéciale pour Bolt, qui avec sa question nous permet de nous projeter encore plus. Bref, si vous voulez distribuer vos agents à autre chose que des développeurs, il va falloir penser bénéfice plus que fonctionnalité. Car même s'il y a le potentiel de transformer tout un marché, ça n'enlève rien à la première difficulté, savoir quoi dire pour vendre à qui. Et pour ça, c'est un vieux monsieur du siècle dernier qui va nous y aider. Méthode numéro 1, la méthode Picasso. Good artist copy, great artist steal. L'idée de la méthode Picasso, c'est de copier quelque chose qui marche déjà. Quelque chose que les gens sont déjà prêts à payer. Observe ce qui se fait déjà actuellement sur le marché et ne cherche pas à le disrupter. Prends juste le meilleur et propose 10 fois mieux que ce que propose actuellement le marché. Si tu as des compétiteurs, tu as la certitude d'avoir un marché. Et des compétiteurs d'agents, pour le coup, il y en a plein. Ça peut être des SaaS, des employés, des boîtes entières. Regarde ce qu'ils mettent en avant dans leur message. C'est quoi les bénéfices qu'ils vendent? Copier ce qui marche déjà en mieux, c'est le meilleur moyen de speedrun ton product market fit. Prenons un exemple concret. Disons que tu crées un agent qui aide à faire le support client. Quand tu pitches ou sur ta landing page, tu vas pas dire « j'ai un agent IA spécial support client ». Non, encore une fois, là, tu es en train de vendre une fonctionnalité, tu n'es pas en train de vendre des bénéfices. Positionner son produit comme une IA qui n'est pas optimale. L'IA n'est pas un vrai critère de vente en dehors de la tech parce qu'elle soulève plus de questions et de frictions qu'autre chose. À la place, tu as le choix de partir sur différents positionnements. Par exemple, l'employé plus. Ton employé le moins cher et le plus réactif, poli et patient. Peut être le soutien, le réducteur de stress de ton équipe support client. Ou encore tout simplement les bénéfices. Des clients contents grâce à un support ultra réactif et précis. Ça, ce sont juste des exemples pour illustrer le concept de positionnement. Mais bien se positionner ne suffira pas. On va être encore plus malin que ça. Tu te souviens de Picasso? Copie ce qui marche déjà sur le marché. Donc, la distribution, on va la mettre où se trouve déjà notre marché. Donc, si tu as vraiment un agent IA spécial support client, ce que tu vas faire, c'est postuler à des offres d'emploi de support client. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est des boîtes qui ont un besoin réel et qui sont prêts à payer pour le résoudre. Donc le problème est reconnu et douloureux. Si tu n'arrives pas à vendre ta solution à des gens qui ont admis qu'ils avaient un problème et qui sont prêts à payer pour le résoudre, tu ne vendras jamais ton agent à personne. La nature de la solution n'importe pas autant que la résolution du problème. Dans ce cas précis, on va éviter de passer par la RH. Si on postule à un job, on va éviter de passer par la RH et on va vendre directement
les bénéfices au CEO. Et vu qu'en général, les gens ont peur de l'inconnu, plus t'enlèves de friction, mieux c'est. Si tu galères à vendre au début, tu peux dire que le premier mois est gratuit pour rassurer et montrer que ton agent fera un taf exceptionnel. En l'occurrence, l'argument pas de coûts initiaux, mise en place immédiate et sans engagement, c'est des conditions qui sont 10 fois à 100 fois meilleures que les conditions de marché actuelles où tu dois traiter des centaines de candidats, passer beaucoup de temps de sélection, former la recrue et sûrement devoir refaire tout ce processus dans 6 mois. Donc l'upgrade, elle est massive en termes d'offres. Je sais que d'un côté, ça peut être tentant de se dire les agents IA égale nouvelle tech égale nouveau cas d'usage. Mais le problème, c'est la friction qui découle de la nouveauté. Ça fait peur à la majorité. On a du mal à se projeter et ça demande de changer les habitudes des gens. Rentrer dans les cases existantes, c'est s'assurer de réduire la friction. Prenons un autre exemple concret encore plus parlant que 95% des boîtes ont, l'acquisition client. Disons que tu veux craquer l'acquisition client par agent. Pour ça, il va t'en falloir un pour le listing, un pour la qualification, le warm-up, le message, le follow-up, le closing. Bref, il te faut une véritable armada. Toi, évidemment, le geek, tu trouves ça fou. C'est génial, hyper intéressant. Déployer une armada entière. Mais le client, lui, ça va lui faire peur. Pourquoi? Parce que c'est de la friction, c'est des problèmes et sûrement une dépendance envers toi. Donc plutôt que de vendre une armée d'agents à installer, programmer, manager, plutôt que de démultiplier la friction à l'achat, ce que tu vas faire, c'est, roulement de tambour, vendre des clients. Tu vas vendre des prospects qualifiés directement. Exactement comme ferait une agence d'acquisition ambitieuse. Tu ne factures plus des agents, tu factures des clients. Tu vends un résultat concret, X prospects par mois, chaque mois. On s'en fiche de comment tu t'es débrouillé pour les trouver, tant qu'ils sont qualifiés et que tu n'as pas spammé la terre entière. En plus de te faciliter la vie au niveau commercial, parce que pas de prospects, tu ne payes pas, ce modèle d'agence te permet de facturer plus en facturant au résultat, en fonction du marché auquel tu t'adresses. Un lead qualifié, ça vaut entre 50 et 500 euros. Et évidemment, le mieux, si tu construis une armada commerciale, c'est de l'utiliser pour ton propre business. Tu auras la preuve de sa pertinence si c'est tes agents qui te ramènent des clients. Pour 80% d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui ne vont pas créer de nouveaux cas d'usage, la méthode Picasso est top, car tu éviteras de perdre du temps en copiant ce qui marche déjà. Si jamais tu veux accélérer ton go-to-market, j'ai créé Contenders.ai. C'est mon agent qui te fait des études de marché en automatique pour regarder ce qui existe déjà sur le marché. Rien que sur les fonctionnalités gratuites, il y a beaucoup de valeur ajoutée, donc n'hésite pas à tester. Maintenant, disons que tu as un cas d'usage vraiment innovant. Comment fait-on quand on fait partie des 20% qui ont un cas d'usage spécifique sans vraiment d'équivalence sur le marché? Pour ça, juste copier l'existant ne suffira pas. Méthode numéro 2, la méthode MVT. La méthode MVT pour Minimum Viable Test. C'est un peu l'équivalent de la méthode d'Elon Musk en First Principle. L'idée, c'est qu'avant de lancer un produit, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui doit être vrai pour que mon agent fonctionne commercialement? Pour cela, on doit savoir ce qu'on ne sait pas et ce qui est incertain. Si on reprend l'exemple de l'IA support client, c'est quoi les critères critiques à son succès? Pour ça, on va lister nos inconnus. Les inconnus, elles peuvent être de différentes natures. Des inconnus de marché, qui sont les vrais décideurs. Est-ce que c'est le service client, le CEO, le RH, etc. Des inconnus liés au produit. Quelle fiabilité est nécessaire pour que ma cible fasse confiance à l'IA sur ce cas d'usage? Est-ce que les entreprises préfèrent une IA qui gère tout ou un hybride IA plus humain? Et il y a des inconnus liés au modèle économique. Quelle tarification maximise l'adoption? Est-ce que c'est l'abonnement ou le paiement à l'usage? Quels prix sont acceptables pour quelle taille d'entreprise? Quel est le coût réel de mise en place et d'entretien de l'IA, etc., etc. Le but est d'identifier les inconnus critiques et de trouver un moyen simple d'aller les vérifier. Donc, la méthode MVT est toute simple. On commence à lister les inconnus. On identifie les critiques à notre succès. Ces inconnus critiques, on les transforme en hypothèses. Et à partir de là, ça part en enquête. Le but, transformer ces hypothèses en sous-hypothèses. Et ces sous-hypothèses, on va les soumettre à des MVT, Minimum Viable Test. Prenons un exemple concret d'un agent qui analyse des contrats juridiques, d'accord? La première étape, ça va être d'identifier les inconnus. Donc, les inconnus, il peut en avoir plein, typiquement liés au marché. Est-ce qu'il y a une taille de marché? Est-ce que la taille de marché est suffisante? Est-ce qu'il y a des tendances réglementaires? Est-ce qu'il y a de la saisonnalité? Il va y avoir des inconnus sur les clients. Qui sont mes clients exactement? Est-ce que c'est des entreprises spécialisées? Qui est les décideurs? Donc ça va être des boîtes, ok, mais est-ce qu'il faut que je parle au CEO, au CFO, au CLO? Ça va être quoi leur motivation, leurs préoccupations? Est-ce qu'il y a des inconnus liés aux produits? Donc à quoi doit ressembler mon agent? Est-ce que ça s'intègre directement sur l'écran? Est-ce qu'on va créer une sorte de SaaS, une interface particulière? Est-ce qu'on va s'intégrer à la stack existante? Il y a des inconnus concurrentiels. Est-ce que j'ai des inconnus qui peuvent venir me chercher? Est-ce que les cabinets d'avocats, ils vont développer ce genre d'IA? Ou est-ce que ça peut venir directement des constructeurs d'LLM? Et il va y avoir des inconnus opérationnels. Donc, c'est quoi le coût d'acquisition? C'est quoi le coût d'infrastructure? Le niveau de support? Etc., etc.
On liste toutes les inconnues, ok? Deuxième étape, on va déceler les inconnues critiques au succès. Là, dans ce cas-là, j'en ai sélectionné 3. Donc, est-ce que l'IA est suffisamment fiable? Ça, c'est une inconnue critique, parce que si elle n'est pas fiable, personne n'achètera notre produit. Est-ce que le retour sur investissement pour le client est suffisamment important? Est-ce qu'il y a une forte valeur ajoutée? Et est-ce qu'il y a un coût par client qui est intéressant pour nous? Est-ce qu'on peut gagner des sous en faisant ce genre de business? Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est transformer ces inconnus en hypothèses et sous-hypothèses. On va faire cas par cas, comme ça vous allez voir concrètement. Premier exemple, on peut partir du ROI client. L'inconnu principal, c'est est-ce que j'apporte assez de valeur à ma cible? L'hypothèse principale, ça va être une entreprise avec 100 contrats par mois à analyser peut économiser 40 heures de travail juridique justifiant un prix de 2000 euros. Un peu ambitieux, mais c'est notre hypothèse principale. Cette hypothèse, on va la transformer en sous-hypothèse. Break it down. On va créer des sous-hypothèses qui vont être beaucoup plus simples à aller tester que ça, qui est trop abstrait. L'analyse d'un contrat standard prend en moyenne 2 heures à un juriste. Bon, j'ai qu'à demander à un juriste combien de temps ça lui prend. Le coût horaire moyen d'un juriste est de 150 euros. Pareil, je peux lui demander ou on peut regarder sur Internet. Notre IA peut réduire ce temps à 30 minutes. Pour ça, il va falloir faire un test en conditions réelles avec un juriste. Les entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 50% des économies réalisées. Pour ça, il faut peut-être qu'on cherche des études sur le sujet. Il faut qu'on demande à un CEO combien il est prêt à payer, etc., etc. Vous voyez, l'idée, c'est de rendre l'inconnu tangible de manière à pouvoir tester et prioriser nos actions. Une des dernières inconnues critiques dans cet exemple, ça va être la fiabilité de l'IA. L'inconnu principal, c'est est-ce que l'IA est suffisamment fiable pour créer un business autour. Donc l'hypothèse principale, c'est notre IA peut détecter 99% des clauses critiques avec un taux d'erreur inférieur à 1%. Si on le break it down, encore une fois, là, il va falloir faire des sous-hypothèses testables. La précision reste stable même sur des contrats de plus de 50 pages. Là, il faut qu'on teste en conditions réelles sur un contrat de plus de 50 pages. Le taux de faux positif sera inférieur à 2% sur les clauses de responsabilité. Pareil, il faut qu'on teste en conditions réelles. Les juristes valideront en moins de 5 minutes les suggestions de l'IA. Là, il y a un effort côté produit et encore une fois, test en conditions réelles. Et l'IA peut identifier correctement les changements de conditions contractuelles dans 9 cas sur 10. Test en conditions réelles. Là, vous voyez, c'est une problématique qui est énormément liée au produit, à la faisabilité et à la viabilité. Donc, le moyen le plus simple, ça va pas être forcément d'aller chercher le marché, d'aller demander aux professionnels, ça va être tout simplement de tester. Donc il y a des hypothèses critiques que vous pouvez tester vous-même de votre côté, mais en général, il va falloir avoir une méthode pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand. Parce que est-ce que tu veux vraiment te faire chier à faire un test en conditions réelles s'il suffit de demander à un juriste pour invalider ton idée? Ici, vous avez un petit modèle pour structurer un petit peu vos hypothèses et vos sous-hypothèses. Nous croyons que notre agent IA analyseur de contrat pour juristes qui ont besoin d'aller plus vite et de gagner du temps, notre solution va apporter des résultats concrets, analysés pour eux et leur faciliter la tâche. Nous saurons que c'est vrai quand notre IA sera en mesure de détecter des clauses critiques avec un taux d'erreur inférieur à 1%. Vous voyez, bon, ça c'est juste un exemple pour vous aider à formuler vos hypothèses et vos sous-hypothèses. Maintenant, revenons au nerf de la guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prioriser notre liste complète de sous-hypothèses. Ça, on va le faire comment? On va le faire par séquence logique, par facilité, coût du test et l'impact sur la viabilité du business. Ce qu'on veut faire, c'est répartir tous les petits tests dans cette matrice et on va garder que ceux du haut. On va garder que ceux qui ont un impact élevé. Il y a des tests qui sont plus ou moins faciles à faire. On veut se concentrer sur la partie où l'impact est élevé et les tests sont faciles. Ça, c'est un peu notre pré-go-to-market. Donc, comme je disais, à ce stade, on veut surtout se concentrer sur les tests qui auront un fort impact sur le potentiel du projet et ignorer ceux qui auront un faible impact. Ton pré-go-to-market, ce que tu dois faire en priorité, c'est les tests à fort impact et faible effort. Spoiler alert, niveau marketing, ça sera souvent détermine ta cible et parle à ta cible. Parce que c'est en général très simple à faire et c'est ultra décisif. Et tu pourras faire tomber plein d'inconnus en faisant juste ces deux choses-là. Pour résumer, la méthode MVT, c'est 6 petites étapes. 1. Liste tes inconnus. 2. Trouve les critiques. 3. Transforme tes inconnus critiques en hypothèses. 4. Transforme tes hypothèses en sous-hypothèses.
5, classe-les par ordre d'importance. Et 6, pour chaque sous-hypothèse, fais un MVT. Trouve le moyen le plus simple de vérifier la sous-hypothèse. Pour t'aider à faire tout ça, j'ai créé un petit assistant gratuit GPT. Je l'ai appelé l'inconnu killer. Je te laisse check ça en description. C'est un petit GPT qui va t'aider à faire cet exercice mental de conversion d'inconnu à hypothèse, d'hypothèse à sous-hypothèse, de sous-hypothèse, du minimum viable test au go-to-market. Ces deux premières méthodes, la méthode Picasso et la méthode MVT, sont géniales. Pourquoi? Parce qu'elles te permettent de minimiser tes risques de te rater. Mais la prochaine méthode, c'est la seule qui te permet non pas de minimiser tes risques d'échec, mais vraiment de maximiser tes chances de succès. J'ai nommé la méthode NERDS. Enfin, la dernière méthode, c'est la méthode NERDS. C'est ma méthode, celle que j'applique sur mon business et que j'aide mes clients à appliquer. L'idée est de te spécialiser et te nicher sur un outil, un problème, un persona, une industrie. Plutôt que lancer des trucs random, déconnectés, décousus, tu vas créer un véritable écosystème de contenu, de produits et services pour répondre à chacune des problématiques de ta cible. De cette manière, tu réduiras ton nombre d'inconnus liés au marché, tu connaîtras les standards, les limites et tu pourras t'en inspirer pour faire mieux. Tu seras au cœur de toute la complexité et tu pourras ainsi vendre de la simplicité. Et surtout, plus tu seras spécialisé, plus tu seras visible et pertinent. Imaginons que tu es le responsable d'un hôtel. Et là, il y a deux personnes qui viennent voir. Entre un spécialiste du support client Paria et un spécialiste du support client Paria spécialement conçu pour les hôtels, à ton avis, qui tu vas choisir? Le spécialiste des hôtels, n'importe quand, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Si tu vends juste des agents support client, tu vas devoir adapter ton produit générique aux spécificités du marché des hôtels. Tu auras du mal à le vendre parce que tu vas devoir facturer une presta en plus. Et surtout, tu vas passer à côté de toutes les autres magnifiques opportunités qu'offre cette niche. L'automatisation du room service. Un agent qui envoie des rappels aux employés pour les shifts. Des réservations assistées automatisées sur WhatsApp. L'envoi des menus du jour aux clients réguliers. L'envoi de promotions intelligentes aux anciens clients. Etc., etc., etc. Si tu fais juste du support client, tu ne pourras pas offrir ça à l'hôtel. Mais celui qui est spécialisé sur l'industrie de l'hôtellerie, ça va lui permettre de créer tous ces agents. Plus tu te spécialises, plus ce que tu construiras aura du sens et de la valeur. Plus tu pourras construire une offre ultra complète et imbattable. Le playbook, je vous le donne en mille, c'est tu te spécialises. Sur cette niche, tu vas créer de la valeur avec tes agents que tu vas distribuer gratuitement au fur et à mesure, des agents, un par un. Et ce que tu vas vendre au final, c'est une offre complète. Ce qu'on veut, c'est créer un cercle vertueux. Où plus tu es construit, plus tu es visible, plus ta valeur perçue augmente, plus tu peux créer une offre complète, plus tu peux facturer cher. Tu passes de « je vais te vendre un agent pour gérer tes réservations » à le kit complet de l'hôtel 2.0, augmenter vos marges et votre satisfaction client. Avec cette méthode, on veut sortir de la pensée linéaire. Plutôt que tout vouloir monétiser direct, plutôt que juste essayer de vendre son temps, on se sert de la traction individuelle de nos agents pour promouvoir le tout. Une offre irrésistible, multifacette, incopiable, imbattable et indisruptible. La méthode NERD, c'est une invitation à être pragmatique. Les agents ne résolvent pas tout. Ils apportent des briques et c'est à toi de les assembler pour créer de la valeur avec. En sachant, on se souvient qu'il est bien plus simple de vendre et marger sur des résultats plutôt que sur des agents. Donc, fais abstraction du moyen et concentre-toi sur la transformation. J'améliore tout le fonctionnement de ton hôtel pour que tu travailles moins et que tu gagnes plus. Ça résonnera 100 fois mieux que « paye-moi 10K pour que je te fasse des agents sur mesure ». Et surtout, peu importe les solutions qui existent, les gens achètent aussi la simplicité, de l'humain et du support client. Se nicher pour une cible précise, c'est leur offrir tout ça sur un plateau. Si tu penses que la méthode NERDS est faite pour toi, je t'invite à réserver ton appel stratégique sur le lien ci-dessous et je t'aiderai à placer les premières briques de ton écosystème gratuitement. Comme promis, en bonus, je te donne la checklist ultime pour assembler ces 3 méthodes ensemble. Je te la donne en clair, comme ça, t'as pas besoin de chercher ou te creuser la tête. Let's go. Première étape, trouve-toi une niche. Deuxième étape, sur cette niche, trouve-toi un ICP, Ideal Customer Profile, et son plus gros problème. Numéro 3, liste toute problématique sous-jacente à ce gros problème. Numéro 4, pour chaque sous-problème, liste des solutions potentielles. Inspire-toi de ce qui existe déjà avec Contenders.ai et brainstorm. Sois créatif, ne te limite pas dans le format. Numéro 5, développe pour chaque problème la solution la plus adaptée à ton ICP. Donc, pour chaque solution que tu sélectionnes, tu vas lister les inconnus et tu vas utiliser l'inconnu killer pour te faciliter la vie. Et tu vas créer des versions minimalistes des produits concurrents spécialement conçus pour ton ICP. L'idée, c'est de faire bien mieux que ce qui existe déjà en faisant moins et en faisant plus adapté à ta cible. 6, tu vas distribuer gratuitement chacune de tes solutions pour créer de l'attraction et du momentum. Tu vas les distribuer au goutte à goutte. 7, avec toutes ces solutions, tu vas packager
une offre all-inclusive, attractive et bien ficelée, qu'elle soit irrésistible. 8, tu vas redoubler d'efforts sur l'acquisition et tu vas déléguer ce que tu ne peux pas productiser. Voilà le playbook pour faire en solo des centaines de milliers d'euros par an. Mais le vrai cheat code ultime, c'est de prendre ton appel avec moi. Que je t'aide à poser à plat ton plan à toi sur mesure. Sinon, si on n'a pas la chance d'échanger ensemble, good luck avec tes agents. Crois en toi, je compte sur toi. Go, abonne-toi et tu peux y arriver. Let's go.